Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour discuter, échanger avec moi. J'apprécie d'autant plus l'effort que je sais dans ces semaines de rentrée, c'est compliqué de pouvoir dégager du temps. On va passer une petite heure à parler de ce sujet qui me tient d'autant plus à cœur qu'on l'aborde rarement dans des meet-ups, dans des podcasts ou dans toute autre littérature qu'on peut avoir dans nos produits, qui est celui de l'alignement et de l'influence qu'on peut avoir dans nos métiers de product, et ce qu'on soit des contributeurs individuels ou dans des postes de leadership. Et pour entamer la discussion, je vous propose qu'on dive directement dans trois exemples qui montrent des situations de désalignement. Je ne sais pas vous, mais moi cette phrase, je l'ai entendue en tant que product un nombre incalculable de fois. Sans cette fonctionnalité, on perd un deal à 1 million. Par exemple, il y a quelques temps, je travaillais dans une entreprise dans la santé et on était en plein séjour du numérique. Donc à un moment où le marché de la santé était dopé aux investissements publics pour digitaliser le milieu. Donc clairement, ce que ça a eu comme impact, ça a été de faire émerger un nombre d'opportunités incessantes, tous les mois, toutes les semaines, une nouvelle poche de valeur qu'on pouvait détecter. Donc ce que ça nous a amené, ça a été toutes ces demandes qui arrivaient au fur et à mesure avec le même niveau de priorité. Donc bien évidemment, l'impact direct, c'est une roadmap qui s'est surchargée et donc des retards qui ont commencé à s'accumuler et une défiance qui a commencé à se mettre en place entre les équipes. Parce que bien évidemment, nos commerciaux ne comprenaient pas qu'on ne tienne pas nos engagements. On est en retard, on avait des engagements, on ne les tient pas, et à juste titre. Et à côté de ça, l'équipe produit prend des engagements avec le sentiment de ne pas vraiment avoir le choix de les prendre, ces engagements ou pas. Et à côté de ça, il y a une équipe tech qui est complètement sous pression et qui est complètement éloignée aussi, in fine, de l'impact qu'on veut avoir. Cette situation-là, c'est celle que moi j'appelle la situation de la liste au Père Noël, le syndrome de la liste au Père Noël, où c'est aussi ce qui se rapproche le plus proche des organes en Feature Factory. Alors attention, je ne dis pas que les organes en Feature Factory ne marchent pas, elles sont même parfois nécessaires dans certains contextes, mais hormis ces contextes bien particuliers, elles dénotent souvent d'un manque de maîtrise de la roadmap de la part des products. Parce que comment est-ce qu'on se retrouve dans ce genre de situation ? En fait, on arrête de se poser la question de pourquoi on fait les choses. Est-ce que cette demande, elle va vraiment avoir l'impact qu'on souhaite avoir à un moment ? Et pire que ça, on arrête même de se poser collectivement la question en tant qu'entreprise de est-ce que c'est nous qui sommes pertinents, qui allons apporter assez de valeur à l'utilisateur pour prendre ce sujet-là. Donc est-ce que répondre à ce besoin, ça rentre dans nos axes stratégiques de développement de l'entreprise ? Pour mon deuxième exemple, vous voyez cette phrase, d'aucuns diront qu'elle est un peu extrême, et je vous l'accorde. Moi, je sais que c'est un sentiment que j'ai parfois eu face à une équipe de dev. Je m'explique, imaginons que vous êtes le product en charge de répondre à un besoin et vous avez appliqué tous les conseils des maîtres Jedi du product management. Vous avez bien travaillé votre spec, vous avez bien analysé le besoin, bien compris l'objectif, bien expliqué ça à tout le monde, co-construit votre spec, et arrive le moment où vous allez la présenter à votre squad, pour qu'elle soit embarquée dans un stream de développement et qu'on puisse un jour avoir quelque chose en prod. Et là, vous vous retrouvez challengé parce que vous avez moult cas d'usage, edge case, que vous n'aviez pas identifié. Donc un peu penaud, vous repartez avec votre spec sous le bras, vous commencez à travailler et vous répétez l'exercice. Et là, en fait, vous rentrez dans un espèce d'aller-retour permanent avec votre équipe tech jusqu'à ce que vous ayez couvert tous les cas. Ce cas-là, un spec qui couvre tous les cas d'usage, ça prend des mois, des semaines, souvent des mois à être fait. Et derrière, ça va vous prendre aussi, plutôt à votre équipe, des semaines et des mois à être développé. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mini-cycle en V. Cycle en V, mais dans notre cas, généralement, un mini-cycle en V. Et la conséquence directe, c'est qu'on va avoir un effet fail slow. Parce que bien évidemment, le moment où vous allez mettre votre super solution en prod, ce qui va se passer, c'est que vous allez découvrir de nouveaux cas, que même si vous avez passé moult semaines à tout essayer de couvrir, et bien en fait, vous serez toujours surpris de l'usage qui sera fait de votre fonctionnalité en prod. Donc, vous serez passé d'un lead time que vous
évolué à 2 mois, entre le moment où vous avez détecté un besoin et le moment où vous vouliez y répondre, à potentiellement un lead time de 4-5 mois. Donc, quelque chose qui aura pratiquement, voire plus que doublé. Et donc, encore une fois, la conséquence de tout ça, ça va être une roadmap qui prend du retard, parce que bien évidemment, on a passé plus de temps en conception, plus de temps en build, donc forcément, on prend du retard. Et pourquoi aussi on se retrouve dans cette situation? Parce qu'en fait, on a quasi tous un biais qui est humain, qui est de vouloir dérisquer les choses au maximum, couvrir le sujet de A à Z, s'assurer qu'on a bien pensé à tout. Sauf que la réalité, c'est que ça ne marche pas comme ça et que l'aspect parfait n'existe pas. Pour mon troisième exemple, et j'en terminerai là avec les exemples, c'est la fameuse demande top-down. Vous savez, ce CEO ou CPO, votre head of, peu importe, qui a que le mot quick win en tête et à la bouche et qui vient toutes les semaines vous reporter un besoin et qui pense qu'on peut aller tout tester comme ça. Ça, c'est une situation qui est particulièrement difficile à gérer et qui l'est d'autant plus quand on est un contributeur individuel et qui l'est encore plus quand on est quelqu'un de junior parce que, à la limite, quand on est CPO, quelque part, on est un peu payé à dire non avec CEO. Quand on est contributeur individuel, dire non, c'est déjà pas quelque chose qu'on aime faire, mais en plus, quand on est face à son top management, on n'aime pas passer systématiquement pour quelqu'un qui va être négatif. Le problème, c'est que ça reste quand même notre job, et que si on ne le fait pas, on se retrouve dans des situations où on a une gestion de la roadmap complètement opportuniste. C'est la dernière idée qui sera sortie du chapeau qui va passer avant toutes les autres. Et ce que ça va provoquer, c'est des impacts très très forts et sur l'ensemble de l'organisation. Et je vous en ai mis 3 ici qui vous parleront sûrement. C'est dans un premier temps une désorientation des équipes. Parce que bien évidemment, quand on passe d'un sujet à un autre, puis un autre, puis un autre, en fait, on ne sait plus tellement où on va et on ne sait plus collectivement où est-ce qu'on doit aller. Ce que ça induit, cette désorientation, c'est qu'il va y avoir un stress un peu latent et permanent qui va se mettre en place parce que, on attend la prochaine désorientation. Donc, on a toujours cette attente un peu stressante. Et in fine, le dernier impact, c'est un désengagement progressif des équipes. Parce que bien évidemment, si on change de priorité tous les mois, il y a un moment où on arrête de s'investir à 200% dans les sujets. Donc notre métier est difficile et il nous fait souvent ressembler à ça. Et ces situations dont je viens de parler, forcément, ça aide pas, ça me complique même beaucoup. Et encore ça, c'est pas ce qu'il y a de pire. Parce que nos désalignements, ils ont un impact surtout très direct sur nos utilisateurs et nos utilisatrices, et surtout sur l'ensemble de l'organisation. Et la réalité, c'est qu'on a une responsabilité très grande dans ces situations-là. Mais qui dit responsabilité très grande dit aussi que on a des possibilités d'agir. On a des possibilités d'agir en tant qu'individu, en tant qu'équipe produit, et ça qu'on soit contributeur individuel ou dans des postes de leadership. Donc je ne me suis pas présentée au démarrage, que comme l'a dit Alex, moi c'est Nathalie Blanger, et ça fait une petite douzaine d'années que je navigue dans le monde du product. J'ai fait pas mal de choses en partant des logiciels plus ou moins SaaS, en passant par des applications mobiles, des systèmes embarqués, de la santé, de la voiture connectée, etc. Mais si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que ces situations que j'ai évoquées, c'est surtout des situations que j'ai beaucoup vues, que j'ai surtout subies, dont j'ai été aussi actrice. Et en fait, in fine, j'ai aussi beaucoup pu les observer et j'ai pu essayer des choses pour en sortir ou pour les éviter. Et en fait, j'ai développé une règle que j'appelle la règle des 3 P, qui est un peu comme une boîte à outils. Et pourquoi les 3 P? Parce que pour moi, être product, c'est un peu comme être un chef d'orchestre, mais un chef d'orchestre funambule. Donc en fait, on est là pour battre la mesure, donner le tempo, pour prendre l'équilibre, le garder, rester aligné et surtout toujours avancer et savoir où est-ce qu'on avance. Et en fait, il me semble que tout comme les funambules, il y a 3 éléments clés qui nous permettent de réussir cette mission-là. C'est notre positionnement, notre posture et notre mindset produit. Parce que dans un rôle aussi central que celui du produit,
la façon ce qu'on dégage et la façon qu'on a de collaborer avec les autres et au sein même de notre équipe, ça peut nous mettre soit dans les dispositions de réussite, soit ça peut complètement nous desservir et nous empêcher de mener à bien notre mission. Donc je vous propose qu'on passe en revue ces 3P et qu'on commence avec le positionnement. Quand on parle de positionnement, on parle de positionnement à 2 niveaux. On a le positionnement en tant qu'individu, en tant que product, et on a le positionnement des équipes qui composent notre organisation produit. Donc en fait, l'ownership qu'on donne aux individus est celui qu'on va pouvoir mettre en place avec les différents stacks des équipes produits. Alors, au niveau de l'individu, moi, ma recours principale, et c'est vraiment la baseline de tout ça, c'est des orgas de squad des squads qui sont organisés autour d'un impact. Donc, c'est confier un impact à un product. C'est ce qui va permettre, notamment dans une situation où on a beaucoup de demandes de top-down, on a beaucoup de retours de la part de commerciaux par exemple, de savoir faire le filtre, de toujours raccrocher la demande à un impact et donc d'être beaucoup plus pertinent dans le challenging qu'on va pouvoir faire de ces demandes-là. Ceci étant dit, quand on est contributeur individuel et qu'on n'est pas dans des organisations qui sont organisées de ce type et où potentiellement votre management n'est pas convaincu que ce soit comme ça qu'il faut faire, en fait, c'est pas grave parce qu'on a quand même une possibilité d'action. Alors, ça demande de faire un petit extra mile, ou en tout cas, ça demande de mettre en place des réflexes. Mais concrètement, chaque demande que vous allez traiter, chaque sujet que vous allez builder, vous avez l'opportunité de la raccrocher justement à une opportunité, donc de repartir du besoin et de la problématique que vous réglez en buildant cette fonctionnalité, et surtout de rattacher cette opportunité à l'objectif que vous servez. Si cet objectif n'est pas clair, vous pouvez vous le setter vous-même. C'est quelque chose qui est complètement possible, et surtout, une fois que vous avez fait ça, vous êtes sûrement en mesure de mesurer les choses et de communiquer autour de ça. Et c'est comme ça que vous pourrez montrer, convaincre et montrer la pertinence de faire ça. Et c'est pareil pour la mesure. Epson dit que si on veut filmer, il n'y a pas besoin de grand-chose, juste un truc qui filme. Pour la mesure, c'est pareil. Il y a un moment, si on n'a pas les outils qui sont nécessaires, envoyer des surveys, ça, tout le monde sait le faire. Donc on sait aussi aller chercher la data, ou en tout cas se donner les moyens de le faire. Ceci étant dit, parlons du positionnement des différentes stacks des équipes produits, qui est tout autant importante. Alors je m'explique. Si on prend nos designers par exemple pour des fabriques de maquettes, si on demande à nos techs de coder des petits morceaux de produits qu'on leur explique, en fait on passe à côté du potentiel de chacune de ces stacks et en plus de leur complémentarité. Par contre, si on positionne le design en tant que garant de la voix de l'utilisateur et de l'expérience de l'utilisateur, si le tech est responsable de la conception et donc de la stratégie d'implémentation d'une fonctionnalité et avec le product responsable d'un objectif, en fait, là, on a une équipe qui trouve une dynamique intéressante et un niveau de responsabilité de chacun qui est tout autant. Alors, par contre, encore une fois, cela étant dit, c'est bien beau, comment on fait pour impulser cette dynamique-là? Et moi, j'ai quatre conseils à donner là-dessus. Assez pragmatique. Le premier, c'est de mettre en place un outil très simple qui est un calendrier de conception qui est travaillé entre votre lead tech, la tech, le design et le produit pour pouvoir avoir de la visibilité sur les sujets qui partent en conception et en discovery, que tout le monde puisse se projeter là-dedans, que côté design, il puisse mener toutes les actions de research qui sont nécessaires, commencer à planifier des ateliers. Côté tech, essayer de voir à quel moment il faut avoir dérisqué le sujet, potentiellement passer devant un comité d'archives, ce genre de choses. En tout cas, chacun se responsabilisera sur son rôle dans cette conception. Mon deuxième conseil, c'est la présentation de roadmap. C'est quelque chose qu'on voit trop souvent fait uniquement par le product. Alors, pour une roadmap, ça se présente à deux fois. C'est produit et tech. On a le même niveau d'engagement sur la faisabilité et l'équipe tech, votre squad, elle s'embarque avec vous sur l'engagement qu'on a sur la roadmap. On le fait à deux et pour réussir à faire ça,
on gère les priorités aussi ensemble. Ça veut dire que si vous avez des rituels où vous repriorisez vos opportunités, si vous avez des demandes qui arrivent, c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on fait dans notre coin. On embarque un tech ou n'importe qui et le design pour que chaque voix soit représentée et qu'on soit sûr que quand on arrivera derrière sur présenter le besoin à la squad, et tout le monde soit aligné et on sait pourquoi on va faire les choses. Et enfin, mon dernier conseil, qui est potentiellement un peu plus difficile à mettre en œuvre parce qu'il est un peu moins populaire, on va dire, c'est de changer de paradigme de collaboration avec les équipes tech. Et je vais être très claire, pour moi, un product n'est pas compétent pour découper du spec dans un outil comme Jira ou Podcast, en Epic, en User Story, comme vous voulez, selon le niveau que vous utilisez. C'est pas son rôle. Le rôle, c'est d'adresser un besoin, de bien comprendre, de définir une solution minimale pour apporter un maximum de valeur. Derrière la stratégie d'implémentation, de savoir par quoi on commence, est-ce qu'on peut paralléliser, qui peut faire quoi à quel moment, c'est pas vous qui savez, c'est pas le product, c'est la tech. Donc laissez-leur cette ownership, laissez-leur prendre cette responsabilité. Alors ces actions qui sont assez simples, même si la dernière est peut-être demande un peu de change parfois, ça va vraiment permettre de remettre tout le monde, enfin en tout cas les différents stacks de votre équipe, à un niveau de responsabilité qui fera que vous allez avoir une dynamique d'équipe qui va commencer à vraiment être intéressante. Sur le deuxième P du coup de la posture, étant donné qu'on a la croisée des chemins à minima avec le business, la tech et le top management, notre posture elle se travaille avec vis-à-vis de ces trois parties prenantes. Donc si on commence par le business, comment est-ce qu'on établit une relation de confiance avec le business et quelle posture il faut à mon sens adopter? En fait, il faut leur montrer qu'on ne peut pas travailler sans eux. Ils sont une pièce du puzzle qui est complètement essentielle. Sans eux, on ne fait rien. Et s'il y a trois choses qu'on peut mettre en place pour arriver dans cette posture-là et vraiment les convaincre de ça, le premier, c'est l'écoute active. Alors, quand je dis écoute active, ça veut dire mise en place d'un canal, très concrètement, un process, des rituels, un outil qui permet de recueillir le feedback, de donner, de leur montrer ce qu'on en fait derrière, donc de passer en maîtrise de cette remontée d'informations qui vont nous faire. Le deuxième, et ça peut paraître anodin comme ça, mais croyez-moi, je l'ai vu marcher et c'est assez magique, c'est arrêter de présenter votre map aux commerciaux, ou à votre équipe business ou peu importe, proposez-la. Proposez votre map et laissez-les la challenger. Moi, je sais que je me suis souvent retrouvée dans des situations où, en fait, quand on doit faire cet exercice-là de présentation de map, on serre un peu les fesses parce qu'on sait qu'on va se faire un peu chahuter, challenger un peu de tous les côtés, parce qu'en plus, on va avoir différents services qui vont vouloir porter leurs propres intérêts. Si on se met dans cette démarche-là de proposition de la roadmap, en fait, on change complètement le paradigme. Et pour que ça puisse fonctionner, le troisième point essentiel aussi, c'est de sortir de votre bâton de pédagogue et d'aller expliquer comment est-ce que vous priorisez. Si vous utilisez une matière de priorité, commencez par ça. Commencez par leur montrer quels critères vous appliquez, quel est le niveau, laissez-les en discuter, potentiellement vous la ferez évoluer. Mais en tout cas, derrière, quand vous aurez des discussions sur des choix de priorisation à faire avec votre équipe business, à minima, vous parlerez le même langage. Et surtout, s'ils ont conscience de ces points-là, en fait, ils vont s'auto-challenger déjà avant de venir avec des demandes et vos échanges vont devenir vraiment beaucoup plus pertinents. Concernant la tech, le désalignement entre les équipes tech et les produits, c'est quelque chose qui est très banalisé. Et j'avoue que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'il y ait de la friction entre ces deux équipes. Alors on dit souvent qu'on est one team, etc. Et je suis complètement d'accord avec ça. Cependant, le dire, ça n'a pas magiquement la portée. Le one team, il faut l'incarner et en fait, ça commence par nous. Mon premier conseil là-dessus, et en fait ça pourrait faire l'objet d'un meet-up à part entière, parce que c'est vraiment quelque chose de fascinant et de très structurant, c'est la fusion des roadmaps produits et tech. Une dette technique
un sujet tech, peu importe lequel il est, en fait, c'est autant votre business que celui de la tech. Parce que dans tous les cas, votre produit il est basé sur un socle tech. Si ce socle tech est défaillant, l'expérience que vous allez offrir à vos utilisateurs, il va être tout autant. Donc s'il y a des sujets à faire passer, il faut savoir le faire et il faut pouvoir l'amener dans notre roadmap. La réalité, c'est que souvent, on ne fait pas de place à ces sujets tech dans notre roadmap. Souvent parce que, je ne sais pas vous, mais moi généralement les techs ils arrivent avec il faut absolument faire ça, ça va prendre 3 mois de dev, avec 2 devs full time, et si on ne fait pas tout, en fait ça sert à rien. La réalité, c'est que souvent quand on discute, alors oui en effet peut-être qu'il faut tout faire in fine, mais en réalité on peut aussi séquencer les choses. 3 mois d'une boîte noire, c'est impilotable, donc bien évidemment ça ne rentre pas dans une roadmap. L'autre réalité, c'est qu'un sujet tech, il répond forcément à un problème, ou alors il porte un risque à ne pas faire qui est important, ou alors il apporte de la valeur à l'utilisateur, même si c'est indirectement. Et en fait, ces 3 critères-là, c'est aussi ceux qu'on va utiliser pour prioriser nos opportunités de produits. Donc appliquons-le là-dessus, et surtout accompagnons nos big tech, nos tech, à faire cet exercice et mettre cette roadmap en commun et piloter les opportunités de produits comme on pilote les opportunités tech. Mon deuxième, l'écoute de nos textes, c'est pareil, on a l'impression d'enfoncer une porte ouverte là-dessus, mais la réalité c'est qu'on ne fait pas bien. C'est pareil, je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours été face à des techs qui adorent donner leur avis, d'une façon plus ou moins bien les enfants, on va dire, et souvent pas au bon moment. La réalité, c'est que dans notre travail, tout ce qu'on fait, toutes les phases, même quand on parle dans des discoveries très très high level, ça les intéresse forcément à un moment. Donc à chaque phase, sur tout ce qu'on fait, il faut systématiquement se poser la question de est-ce qu'il faut que je les informe, est-ce qu'il faut que je leur demande de collaborer avec moi, est-ce qu'il faut que j'aille leur demander leur avis. Et enfin, mon dernier point concernant la posture à avoir avec les techs, ça va être de gagner leur confiance et de la garder. Et c'est pareil, ça passe par des petites choses à changer. On voit souvent, côté produit, on a le réflexe de surcharger un peu les roadmaps, de vouloir être optimiste parce qu'on a aussi des délais, on s'engage sur des choses, etc. Donc derrière, on va surcharger des sprints et du coup mettre l'équipe, grosso modo, dans des conditions d'échec. Et si on met l'équipe dans les conditions d'échec, autant dire qu'on se met soi-même dans cette même condition d'échec. Alors que si on accepte à un moment d'assumer, d'annoncer des retards, de nous porter, pour justement laisser à l'équipe de l'air le temps d'avancer sereinement, de gagner en vélocité, en fait c'est là qu'on va gagner la confiance parce que c'est là où on incarne vraiment le one team. Parce que c'est pas eux contre nous, c'est pas nous porter le map comme on l'a vu tout à l'heure, on s'engage ensemble. Donc après, si on se rend compte qu'on s'est trompé, on s'est trompé collectivement et c'est notre rôle d'aller dire ok les gars, en fait on va arriver un peu plus tard et c'est pas très grave. Et mon dernier point, qui peut paraître très anecdotique, mais c'est aussi quelque chose que je trouve assez important, c'est de documenter tout ce que vous faites. En fait, on a en face de nous des ingénieurs, peut-être que vous aussi vous en êtes, mais la réalité c'est qu'on a un métier, nous, product, qui peut paraître franchement bullshit pour les gens qui n'y sont pas, avec nos propres langages, etc. Et du coup, être un peu mal perçu, notamment par cette population tech. L'autre réalité, c'est que notre métier, il est hyper pragmatique. On est généralement des personnes très rigoureuses, et quand on part dans une discovery, même quand c'est très haut niveau, en fait, on pose des hypothèses, on définit une méthode, un protocole pour aller les valider ou les invalider, on tire des enseignements. Donc c'est une démarche qui est en réalité très scientifique. Donc documentez tout ça et montrez-leur. Et comme ça, quand vous arriverez demain avec un nouveau besoin qui vous semble évident à adresser ou une spec qui est faite de telle façon, ils comprendront qu'en fait, vous n'avez pas tiré ça de votre chapeau, mais que vous avez vraiment bossé votre sujet. Et enfin, et ce sera le dernier sur le P de la posture, avec le top management. Alors la posture vis-à-vis du management ou top management, en tout cas pour gérer des demandes de top-down qui sont complètement inévitables, tous les efforts qu'on peut faire, c'est de se positionner en tant qu'expert sur votre périmètre.
Si vous êtes responsable d'un objectif, votre impact, vous le connaissez, vous allez voir vos utilisateurs, vous travaillez la data, et en fait, vous gagnez en conviction et vous êtes en rôle d'expert sur votre périmètre. Vous êtes complètement à même de challenger la demande qui vous arrive. Il ne faut pas se laisser déstabiliser, il faut discuter, il faut challenger. Bon, parfois ça ne marche toujours pas et ça fait toujours du bien de le dire, mais la technique du ok, ton besoin c'est super, mais je sens quoi de marge là pour l'adresser, donc pourquoi c'est plus prioritaire que ce qu'on a mis, ça reste quand même une méthode infaillible. Mais parfois ça ne marche toujours pas. On peut tomber sur des personnes qui sont vraiment très sûres de leur idée. Et dans ce cas, la meilleure façon de faire, c'est de faire. Et c'est de faire vite. C'est de prototyper, de maqueter, de faire un POC. Si vous utilisez des outils no-code et que le sujet s'y prête, faites-le comme ça. Et allez le confronter à des utilisateurs, etc. En tout cas, prenez des éléments tangibles pour pouvoir aller rediscuter avec la personne qui vous a fait cette demande, et potentiellement la convaincre que en fait, c'est pas du tout le sujet du moment. Ou alors, il y a aussi un monde dans lequel c'est vous qui aviez tort, et moi, ça vous a permis d'être convaincu de ça et d'intégrer le sujet dans votre plan. Et enfin, le mindset produit, qui est vraiment mon préféré, parce que pour le coup, celui-là, on n'en entend pas trop parler, et je pense que sans ça, on ne fait pas grand-chose. J'insiste sur le mindset produit. Alors, je vais faire des grandes généralités, mais comme on peut avoir un mindset de sportif, d'artiste, etc. Mais vous voyez, c'est l'ensemble des soft skills qu'on va retrouver chez les personnes qui sont très performantes dans ce métier. Et en fait, je vais parler de 5 points principaux. Peut-être que vous en avez d'autres, vous, en tête, mais en tout cas, ceux-là me semblent vraiment structurants. Le premier, c'est problem solver. Et c'est tout comme team player, one team. On l'entend beaucoup, le problem solver. La réalité, c'est qu'on l'incarne rarement. Et je m'explique. Pour moi, un product n'a pas le droit de râler. Un product, ça ne peut pas être grognon. Un product, c'est pas quelqu'un qui va se retrouver dans une situation et jeter la faute sur quelqu'un d'autre. On est systématiquement en recherche de solutions. Si on a une situation bloquée devant nous, on la contourne. S'il y a un projet qui ne se passe pas bien, on décide de l'arrêter ou on décide de poursuivre. Et si on décide de poursuivre, on décide d'une nouvelle façon de faire. En tout cas, on va chercher ces solutions. Et je me permets de le dire d'autant plus que la grande majorité des personnes n'ont pas ce naturel problem solver, voire plutôt l'inverse, le naturel râleur. Je me permets de le dire parce que je fais partie. Et du coup, il y a des petits réflexes quand même à développer pour ça. Moi, je sais que ce qui marche, c'est d'identifier, j'ai identifié dans mon entourage, la personne à qui je peux aller parler et qui va systématiquement me faire prendre du recul et qui va systématiquement me remettre dans un mindset constructif et vraiment problème solver. Donc, n'hésitez pas à aller chercher cette personne autour de vous. Le deuxième, qui va de pair avec le troisième, c'est l'humilité. Et c'est pareil, c'est l'humilité tout le temps. C'est toujours recevoir les demandes, parler à des gens en partant du principe que potentiellement ils savent mieux que nous, ou alors ils ont raison. En tout cas, toujours se mettre dans cette position-là qui fera qu'on sera toujours dans une posture d'apprentissage, ce qui est quelque chose de vraiment important dans notre métier. Le troisième, du coup, qui va de pair avec ça, c'est l'empathie. Et quand je parle d'empathie, alors bien évidemment, il y a l'empathie pour nos utilisateurs, mais c'est plus que ça. C'est l'empathie envers votre CEO, votre élève qui n'arrête pas de vous faire des demandes tous les 4 matins. Et c'est de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui déconne un peu dans votre relation pour que cette personne se sente obligée de vous remonter ces demandes comme ça. Ça va être aussi l'empathie envers votre développeur qui a une façon de fonctionner différemment pour comprendre justement cette façon-là et s'assurer qu'il peut bosser sereinement et il a bien tout ce qu'il faut pour avancer. Et c'est même l'empathie pour la personne qui vous met systématiquement des bâtons dans les roues. Parce qu'en fait, généralement, ces comportements-là, ils dénotent quand même d'une crainte, d'une peur. Et si vous vous mettez dans la posture, dans le mindset d'essayer de la comprendre, en fait, vous allez être quelqu'un de différent dans l'organisation et surtout quelqu'un de beaucoup plus constructif que la plupart des personnes. L'avant-dernier point, c'est la conviction. Un product qui n'a pas de conviction, c'est un product qui a des quotidiens plus compliqués que les autres. Alors, la conviction,
pour quelqu'un qui est junior, c'est compliqué d'en avoir parce que la conviction, c'est pas l'intuition. La conviction, c'est quelque chose qui se travaille, ça demande de la rigueur, c'est de l'analyse de données, c'est des interviews utilisateurs, c'est échanger avec vos pairs, c'est essayer des choses, donc c'est aussi l'expérience. En tout cas, ça se nourrit vraiment de beaucoup de rigueur et de beaucoup de travail. Et enfin, le dernier point sur le mindset produit, c'est le pragmatisme, c'est de sortir des dogmes, des méthodos. Briller avec la dernière méthodo à la main, ça ne sert pas à grand chose. Alors, les méthodos, il y en a qui marchent, je ne dis pas qu'il ne faut pas en appliquer, mais ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est toujours se demander pourquoi on fait les choses. Et à partir du moment où vous êtes quelqu'un de problem solver et que vous avez envie de trouver une solution, les moyens pour y arriver, vous allez les trouver. Vous allez en effet aller piocher à droite à gauche, essayer des choses. Donc en fait, ce qui est important, c'est plutôt de développer votre propre boîte à outils, votre bagage qui vous accompagnera de toutes vos expériences, et surtout toujours rester complètement pragmatique. Donc du coup, si on reprend les trois situations qu'on avait à la base, donc la feature factory, les cycles en V et la gestion de roadmap en opportunisme, en mettant en œuvre certains des tips que je viens de vous dire, vous allez potentiellement pouvoir les éviter ou en tout cas en sortir si vous êtes reconnu dans ces situations-là. Parce que si vous êtes responsable d'un impact, vous laisserez donc moins submergé par les données qui vous arrivent de toutes parts. Et si en plus vous avez travaillé votre posture correctement avec vos parties prenantes, vous aurez instauré une vraie collaboration qui va faire que plutôt que d'être dans un système de feature factory, vous allez vraiment vous diriger vers l'impact et toujours questionner l'impact que vous avez collectivement et individuellement aussi. Si vous êtes garant de l'impact, vous serez aussi plus à même d'expliquer à votre squad où est-ce qu'on va et pourquoi on y va. Et du coup, vous serez moins à même à perdre le focus et à vous laisser embarquer dans des couvertures de edge cases improbables et de perdre de vue votre objectif. Donc du coup, plutôt que d'être dans un fonctionnement en mini-cycle en V, vous allez gagner en vision. Une vision que vous allez partager et sur laquelle vous allez pouvoir embarquer votre équipe. Et enfin, quand on travaille pour détecter ces opportunités, pour savoir comment on va pouvoir impacter l'objectif qu'on s'est fixé ou qu'on nous a fixé, quand on prend cette posture d'expert vis-à-vis de nos parties prenantes, on met aussi en place une relation de confiance avec ces personnes-là et on sort de cette gestion de roadmap complètement opportuniste. On reprend la main sur cette fameuse roadmap. Donc en fait, je vous laisserai avec ça. Donc pour récapituler, si vous arrivez à choisir votre positionnement en tant qu'individu et si vous arrivez à impulser de nouveau ownership au niveau de votre équipe, vous allez pouvoir évoluer malgré les contraintes dans votre environnement. Si vous avez aussi la bonne posture avec chacune de vos parties prenantes, vous allez pouvoir avoir toute la latitude de faire votre job. Et enfin, si en plus vous avez le bon mindset, en fait, ça va appuyer votre posture, ça va appuyer votre positionnement, et surtout, ça va vous identifier comme quelqu'un qu'on va écouter et qu'on aura envie de suivre, et quelqu'un qui va gagner en influence et qui pourra potentiellement influencer toute l'organisation. Et enfin, je le répète et je m'arrêterai là-dessus, il ne faut pas oublier dans tout ça que la meilleure façon de convaincre, ça reste de donner l'exemple. Merci.